focalise le regard des Occidentaux en général et des Européens en particulier sur cet ennemi russe qui fournissait jusqu'à une période récente de l'énergie pas chère pour l'industrie européenne, tout particulièrement pour l'industrie allemande et pour l'économie qui venait alimenter l'économie européenne. Donc on a déclenché cette guerre contre les anti-russes, mais surtout anti-européennes. Ils en profitent pour faire un appel d'air sur leur territoire, et c'est documenté dans mon ouvrage, où donc ils proposent à des industries, des grandes industries européennes, notamment allemandes, j'insiste là-dessus, pour qu'elles se délocalisent sur le territoire américain sur lequel il y a de l'énergie moins chère. Donc c'est un coup de maître des Américains de ce point de vue-là, qui ont réussi à atteindre plusieurs objectifs, séparer l'Europe de la Russie, détruire les rivaux européens sur le plan économique et récupérer une partie de leur industrie qu'ils relocalisent sur le territoire américain. Pour dominer l'Europe, il fallait créer une structure. Cette structure est donc devenue l'Union européenne et la promotion du Parlement européen date de 1950. Vous décrivez le processus détaillé dans votre livre. Les documents d'ailleurs déclassifiés de la CIA le prouvent. Zbigniew Brzezinski, qu'on cite à plusieurs reprises également lors de nos conférences, dans son ouvrage Le Grand Échiquier, a écrit, je cite, « Le problème pour l'Amérique était de bâtir une Europe fondée sur les relations franco-allemandes liées aux États-Unis. » Finalement, le but est atteint. Comment décrivez-vous les relations actuelles entre les États-Unis et l'Europe? Alors, c'est une longue histoire. Ça commence à partir de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, déjà, les États-Unis, les stratèges américains parlaient de l'Europe comme faisant partie de leur hémisphère occidental, de leur grand espace. Donc ce qui s'est passé lors de la Première et surtout de la Seconde Guerre mondiale, c'est un processus qui a été continu, c'est d'intégrer l'Europe au grand espace américain, états-unien, et d'effacer en fait l'Europe et les pays européens en tant que puissance géopolitique et les faire sortir de l'histoire d'une certaine façon. Donc c'est a priori, ça a l'air d'un système impérial, mais j'explique dans mon livre que l'Amérique n'est pas un empire, c'est un hégémone. Donc ils ont intégré l'Europe à son grand espace, mais tout comme Athènes traitait les cités qu'elles ont intégrées à la Ligue de Délos, dont je parle dans le livre, il y a quand même un système de ségrégation au niveau géopolitique, un ségrégationnisme dans les relations internationales des États-Unis. Donc le général de Gaulle en a pris conscience très tôt. D'ailleurs, le général de Gaulle a été vu comme un problème du point de vue des Américains. Il ne voulait pas lui à la tête de la France, je passe. Donc le général de Gaulle a réussi, notamment en sanctuarisant le territoire français, en acquérant l'arme atomique, il a réussi à redonner à la France sa souveraineté politique. Il s'en est suivi ce que l'on sait, mai 68 qui a fait tomber De Gaulle. Et étape par étape, président après président, la France a été soumise aux États-Unis. À l'époque de Gaulle et même avant De Gaulle, il y avait effectivement ce projet de création d'Union européenne. Mais l'Union européenne est, du point de vue américain, une institution internationale relais de son hégémonie. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le monde étant vaste, les États-Unis étant à une autre échelle que celle d'Athènes, de l'hégémon athénien, et le monde étant beaucoup plus vaste que les cités grecques, il fallait trouver un moyen pour occuper, coloniser sans présence. C'est toute la subtilité de la géopolitique américaine, c'est d'être présent tout en étant absent. C'était le cas à l'époque de la Société des Nations. Les États-Unis étaient présents, mais ils étaient absents via les 18 États américains qu'ils dominaient. Et avec les institutions internationales, l'Union européenne, l'OTAN,
qui est le pendant militaire de l'Union européenne, le Fonds monétaire international, le GATT qui est devenu l'OMC, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, ce sont des relais de pouvoir hégémoniques. Mais on a vu, durant la présidence de Jacques Chirac, et c'est là qu'on en vient à Brzezinski, parce que Brzezinski est tardif par rapport à cette histoire. En 1997, quand son livre sort, on est sous la présidence de Jacques Chirac à l'époque. Et Brzezinski pointait du doigt le ministre des Affaires étrangères de Chirac à l'époque, Hervé de Charette, qui tendait la main à la Russie et qui disait qu'à cette époque-là, il fallait aider la Russie pour que la Russie redevienne une puissance, parce que c'était dans l'intérêt de la France, en réalité. Et donc, Brzezinski disait il faut faire attention à la France, parce qu'elle a encore quelques velléités d'indépendance. Et pour soumettre la France, nous allons utiliser l'Allemagne, qui va être notre Gauleiter, d'une certaine façon, sur le territoire européen, pour neutraliser la France. Donc quand on parle de couple franco-allemand, c'est un couple qui n'existe pas hein, du point de vue des Allemands, mais c'est en fait un couple dans lequel la France est dominée par l'Allemagne, elle-même dominée par les États-Unis. Et d'ailleurs, l'instauration de l'euro à partir de 2002, on le voit hein, quand on regarde les balances commerciales de la France et de l'Allemagne, a beaucoup profité à l'Allemagne, qui avait une balance commerciale, je crois, négative à l'époque et une balance commerciale française positive. Ça s'est totalement renversé. L'économie française a été détruite en partie par le libre-échange, mais aussi par l'euro. L'Allemagne a pu se reconstruire, mais en se reconstruisant, elle est devenue un problème pour les États-Unis, d'une certaine façon, finalement. D'où la destruction des Nord Stream 1 et 2. L'économie américaine a été vampirisée donc par les banquiers spéculateurs, ce qui a provoqué le déclin économique des États-Unis, ce que vous décrivez dans votre livre. Pour pallier cette situation, ils ont donc cherché à mettre les mains, comme vous dites également, sur les richesses produites par les Européens. Et la liste est longue. Vous pourrez retrouver tous les noms des entreprises dans ce livre-là. Nous, on connaît très bien qu'Alstom Energy a été donc vendu à son rival pratiquement américain, General Electric. Le géant belge de transport Euronav également a été fusionné avec son concurrent américain. Biotech britannique très connu, Reviral, a été racheté par Pfizer. Est-ce que les Occidentaux, les chefs, les dirigeants européens sont complices de ce processus ? Oui, tout à fait, ils sont complices, mais j'aimerais quand même revenir sur cette guerre économique, parce que ce que j'explique dans mon livre, et elle est là, la subtilité, la complexité, c'est qu'on a une guerre économique à deux niveaux. On a la guerre économique dont je vous ai parlé, qui, je dirais, qui est une guerre interétatique des États-Unis contre les nations européennes, mais à l'intérieur de cette guerre interétatique à l'échelle occidentale, on a une guerre économique qui transcende les nations, et qui a lieu aux États-Unis comme en Europe. C'est une guerre économique opposant la haute finance, que j'appelle l'économie fictive, et l'économie réelle. Et donc, on a ce processus-là qui a commencé bien après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 30, il y a eu aux États-Unis le Glass-Steagall Act, qui est une loi séparant les banques d'affaires et les banques de dépôt, donc pour protéger l'économie réelle de l'économie fictive. Et finalement, après le tournant néolibéral qui commence dans les années 70-80 en Angleterre et aux États-Unis, on a un processus de retour en force de l'économie fictive, de la haute finance, et cela on le voit notamment par une loi qui vient défaire le Glass-Steagall Act en 1999 sous Bill Clinton. Et donc on a cette guerre à l'échelle occidentale, cette guerre qui détruit, en fait, qui contracte toute l'économie du monde occidental, exacerbe les tensions entre les nations, notamment entre les États-Unis et l'Europe. Donc plus les États-Unis sont détruits intérieurement par ce système de libre-échange et de financiarisation, et plus ces États-Unis belliqueux sont hostiles, hostiles et virulents et violents vis-à-vis des nations européennes qu'elles dépassent. Et donc, pour ce faire, pour
pour mener cette guerre contre les pays européens et sans que ces pays-là ne se défendent, on a mis à la tête des pays européens des satrapes. C'est ce dont je parle dans le livre. Donc des espèces d'esclaves des États-Unis mis à la tête des États européens, mais aussi à la tête des institutions européennes qui exécutent à la fois les ordres des États-Unis et de la haute finance. Je dresse une liste dans le livre de membres, enfin d'employés de grandes banques, notamment Goldman Sachs. En France, c'est Rothschild avec Macron, mais Macron, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que dans la haute administration française, notamment dans l'inspection des finances, on a énormément d'individus qui font la navette, ce qu'on appelle le pantouflage, entre la haute administration et les banques. Donc à la tête de la Grèce, à la tête de la Banque centrale européenne, à la tête de la Commission européenne, à la tête de l'Italie, à la tête de la France, on retrouve des anciens employés ou des futurs employés de grandes banques internationales. Et donc, c'est un territoire occupé, l'Europe est un territoire occupé avec ces esclaves, ces employés qui exécutent à la fois l'agenda de la haute finance et l'agenda des États-Unis. Donc c'est un double dépeçage, d'une certaine façon. Comme vous dites, l'Union européenne a été euthanasiée depuis le coup de Maïdan et a été transformée en un appareil agressif sur le fond de la guerre en Ukraine. Et si la Russie gagne, et vous dites que cela précipiterait un effondrement de l'Union européenne, et d'ailleurs François Martin, lors de notre dernière conférence sur les racines de la guerre en Ukraine, a dit plus ou moins la même chose. Mais même s'il ne gagne pas, supposons, est-ce que le processus de démantèlement de l'Union européenne sera inévitable de toute façon? Alors on a deux scénarios. Ce que l'on voit au niveau de l'Union européenne, c'est un renforcement et une radicalisation qui transforme l'Union européenne en une sorte de forteresse. Et pour renforcer cette forteresse, celle-ci a besoin, les tenants de l'Union européenne ont besoin d'ennemis. Alors, des ennemis intérieurs, comme le Covid, un ennemi invisible. Souvenez-vous que Macron avait dit qu'on était en guerre contre cet ennemi microscopique. On avait au préalable l'ennemi terroriste, désigné par les États-Unis, qui ont permis aux États-Unis d'entraîner tout le monde occidental dans cette guerre, extérieure et intérieure. Et aujourd'hui, on a la Russie qui joue ce rôle d'ennemi extérieur et qui justifie cette radicalisation, ce totalitarisme en Europe par des individus qui sont totalement illégitimes comme Van der Leyen. Mais le problème, c'est que, je cite à un moment donné Brzezinski et je renverse ses propos. Il disait à l'époque de l'Union soviétique que l'Union soviétique était essoufflée sur le plan économique, sur le plan technologique, elle était en retard sur le monde occidental, et que la confrontation entre le monde occidental, à sa tête les États-Unis, et l'Union soviétique, précipiterait son